Bien, chers collègues, nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir et de saluer. Nous allons donc commencer notre conseil municipal. Je vais demander à Madame Beaupréau de faire l'état des présents pour vérifier les conditions de quorum. Oui, monsieur le maire. Monsieur Sobda David. Présent. Monsieur Bridgeton Alex. Madame Tunor Claire. Monsieur Lebon Georges Louis. Madame Laborio Judith. Monsieur Murté Omer. Madame Joseph Morin Christina Abson. Excusez. Monsieur Cadignan Louis. Madame Mian Virginie. Monsieur Filet Louis Félix. Madame Étienne Yannick. Monsieur Doulin David. Monsieur Ledoud Luc. Monsieur Bocali Rodolphe. Madame Bizot Marie-Ange. Madame Craspag Monique. Madame Zobda Eugénie. Madame Caroline Micheline. Monsieur Basson Henri. Monsieur Samo Fred. Monsieur Marilus Miguel. Madame... Monsieur Biodi Max. Monsieur Jean-Louis Jean-Pierre. Madame Vétro Claudie. Madame Charlotte Abricot-Mylène. Madame Léry Gab Claudia. Monsieur Crampel José. Madame Gabé Sandrine. Monsieur Victoire Lionel. Madame Bourgeois Maël. Madame Latour Lucie. Madame Pendant Yolène. Monsieur Adélaïde Pierre Joseph. Monsieur Adèle Thierry. Monsieur Oligny Raoul. Madame Sillon Cindy. Madame Charlotte Nelly. Monsieur Marlin Claude. Monsieur Dunon Fabrice. Le quorum est atteint, monsieur. Très bien, le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement. Je vais... Madame Tunenfer, procuration, Madame Eugénie Zobda. Je vais demander justement à Claire Tunenfer et à Georges-Louis Lebon d'assurer le secrétariat, s'ils veulent bien. Très bien, nous allons commencer notre conseil. Oui, je passe la parole. Avant de commencer la séance, je voudrais... enfin, tous ici, nous avons appris le décès de Roberto Evaristo Alvarez de Santiago, l'ancien maire de Santiago. Je voudrais, avant de commander, une minute de silence. Si vous êtes d'accord, monsieur le maire, je propose une minute de silence, mais je voudrais tout d'abord dire deux mots de lui. Hein? Vu que j'ai été... j'ai fait partie de ceux et celles qui ont travaillé beaucoup dans le cadre de la coopération avec Santiago, et je me devais de solliciter une minute de silence sur ce second homme. Alors, Roberto Evaristo Alvarez Solano a été maire de Santiago de Cuba de 2007 à 2011. Il est décédé le samedi 17 juillet 2021. Alors, Evaristo Alvarez Solano, qui était président de l'Assemblée municipale du pouvoir populaire, donc maire, c'est la correspondance avec le maire de chez nous, à Santiago de Cuba, est décédé le 17 juillet, je disais. Donc, de 2005 à 2007, il a été vice-président de l'Assemblée municipale du pouvoir populaire, et de 2007 à 2011, il a occupé la présidence de l'organe de gouvernement de la municipalité la plus peuplée de Cuba. Avec un niveau scolaire supérieur, Alvarez est d'abord diplômé en design et construction de Troquelles à l'école technique industrielle générale Luis A, plus précisément milanès à Bayamo. Il a étudié à l'école internormale José Maceo à Santiago de Cuba, où il a obtenu une licence en sciences sociales. En outre, Roberto Evaristo a accompli une mission internationaliste en Angola et sa mort s'est produite. Pour toutes ces raisons, vu les liens qui nous unissaient Alberto avec la ville du Lamentin, je demande qu'on fasse une minute de silence, monsieur le maire. C'est une demande qui est largement accordée. Nous allons donc procéder à une minute de silence à la mémoire de celui qu'on appelait Roberto, qui était d'une simplicité exemplaire et d'une efficacité redoutable, et qui était surtout un grand ami du Lamentin,
et qui a été aussi un très grand ami de Pierre Samo. Très, très, très grand. Il a eu l'occasion de venir ici, je crois que c'était en 2018, quand Pierre Samo avait décidé d'arrêter. Très bien. Et je garde de lui un souvenir impérissable. Donc nous allons Et le calme. Oui, nous allons donc procéder à une minute de silence à la mémoire de notre ami Roberto. Merci beaucoup. Merci à sa mémoire. Bien, nous allons commencer notre conseil municipal. D'abord, je voudrais vous indiquer que nous aurons une correction sur une des notes, celle qui concerne le programme de Roche-Carré. Je ne l'ai plus sous les yeux. Et c'est juste une correction, donc la correction vous sera remise, ça ne change rien sur le fond de la note. Et puis, je vais vous demander l'autorisation de rajouter deux dossiers. Un dossier qui concerne la création de postes de conseiller numérique, et qui sera présenté par Omer Muté, si vous l'autorisez, et un autre dossier qui concerne la labellisation France Service au titre de la stratégie inclusion numérique et la possibilité pour nous d'obtenir de l'État 30 000 € pour faire fonctionner Cyberbase. Donc, si vous le voulez bien, on rajoute ces deux dossiers à l'ordre du jour. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues, ils vous seront distribués tout de suite, ainsi que la correction, le dossier corrigé concernant Saro. Nous allons tout de suite donc passer à l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du jeudi 1er juillet 2021. Vous avez reçu ce PV, est-ce que vous avez des corrections? Vous souhaitez apporter des corrections sur la rédaction de ce PV? S'il n'y a pas de propositions différentes, eh bien, nous allons procéder à l'adoption de ce PV en sa forme. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Alors, notre ordre du jour comporte un certain nombre de points. Outre les deux points que l'on vient d'approuver, nous aurons sur la jeunesse la participation d'une délégation au Conseil des jeunes de l'ANASEJ. Sur fête et vie des quartiers, la fête patronale, mais vous allez très rapidement comprendre que nous ne serons pas en mesure de faire la fête comme nous avions l'intention de la faire. Nous aurons aussi la prise en charge des frais de formation des animatrices à l'hygiène. C'est le dossier dont je vous parlais tout à l'heure concernant le foyer rural de Roche-Carré. Les affaires sportives et culturelles, nous aurons les attributions de subventions. Ensuite, sur les finances, une décision modificative qui va impacter notre budget. L'urbanisme et l'aménagement, le renouvellement du contrat de maintenance SRI France, un projet de cession d'une parcelle de terre sur laquelle est édifié un logement à France-Fanon, avenue France-Fanon. Environnement et cadre de vie, la signature d'une convention de partenariat avec la CCIE dans le cadre du projet Réciprocité et le projet Nature en Ville, proposition de signature d'une convention avec l'association Entreprises Environnement sur la gestion et la paye et administration. Nous aurons la création d'un poste de chargé de mission, élaboration et développement du projet social de territoire à la DDS. Sur la police municipale, la signature d'une convention avec une psychologue et puis l'information normale sur les marchés publics que nous présentera notre collègue Filet. Voilà. Nous allons tout de suite rentrer dans l'ordre du jour et nous allons présenter le premier dossier qui concerne la participation d'une délégation du Conseil des jeunes aux 30 ans de l'ANASEJ. Et à cette occasion, je vous propose que ce rapport soit présenté par Coralie Thérésine, c'est notre maire junior de la ville du Lamentin. Je vais lui demander de présenter le dossier et nous allons en débattre.
Et ensuite, nous dirons quelques mots sur son parcours en tant que mairesse junior et sur son avenir extrêmement prometteur. Je te passe la parole, Coralie. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, tout de suite, je vais commencer. La participation d'une délégation du Conseil de jeunes aux 30 ans de la NACEJ. Les conseils d'enfants et de jeunes prennent place dans un contexte de participation des habitants à la vie locale et représentent l'opportunité d'un dialogue direct entre jeunes et élus locaux. La mandature actuelle a dû faire face à plusieurs interruptions dans son fonctionnement, dues aux élections municipales, mais aussi à la crise sanitaire. À 1 an de la fin de cet engagement, il convient de donner un nouvel élan au dispositif afin de maintenir une motivation indispensable à la dynamique individuelle et collective du groupe. Rencontrer d'autres jeunes inscrits dans la même perspective citoyenne constitue un véritable moment fort dans la vie d'un conseil de jeunes. Aussi, l'invitation aux 30 ans de la NACEJ est une occasion de donner un second souffle à la promotion en cours. La participation aux 30 ans de la NACEJ et aux 25 ans du Conseil d'Arras aura lieu du 23 au 30 octobre 2021 dans les villes de Paris et d'Arras. Le public concerné est une délégation du Conseil communal de jeunes, 4 jeunes plus précisément, accompagnés d'un représentant du comité jeune. La NACEJ est un réseau d'élus et de professionnels enfance-jeunesse né en 1991 pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la vie publique locale et accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs dispositifs et la conception de leur politique jeunesse. La ville du Lamentin est adhérente à l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes depuis plusieurs années et œuvre depuis 2020 au sein de son conseil d'administration. En effet, la vice-présidente de la commission jeunesse fait partie des administrateurs de cette association. 30 ans après, cette association dynamique et pérenne va célébrer son anniversaire à Arras du 26 au 28 octobre prochain. À cette occasion, une invitation officielle a été lancée au Conseil ultramarin et c'est dans ce cadre qu'une délégation du CCJL est pressentie pour participer à ce temps éducatif et festif. Les objectifs sont divers et variés. Parmi eux, permettre aux jeunes conseillers d'échanger, de débattre et de découvrir d'autres formes de participation citoyenne, mais aussi de conforter, d'encourager et de valoriser la participation des jeunes dans la vie publique locale. Et enfin, de donner aux jeunes les moyens de se construire en se confrontant à un autre environnement et à d'autres cultures. L'encadrement sera assuré par un agent du service jeunesse vie associative, aidé dans sa tâche par la vice-présidente de la commission jeunesse. Le déroulement du séjour se répartira en 6 temps forts. Au 23, le départ pour Paris. Au 24, l'arrivée et l'installation à l'hébergement. Au 25, le départ pour Arras et la visite et temps de travail pour les ultramarins. Durant les 3 jours 26, 27 et 28 octobre, la célébration des 30 ans de la NACEJ et les 25 ans du Conseil de jeunes d'Arras. Au 29, la visite de l'Assemblée nationale. Et enfin, au 30, le retour à Martinique. D'accord. Enfin, nous passerons au coût provisionnel de l'action pour 4 jeunes. Les dépenses avec leur désignation, transport aérien 2400, transport ferroviaire 300, hébergement à Paris 980, restauration à Paris 336 €, transport urbain 171 €, frais divers 200 € et le total dépenses 4 387 €. Enfin, les recettes, désignation, participation des parents 1 200 €, participation de la ville 3 187 € et le total recettes 4 387 €. L'avis de la commission. La commission émet un avis favorable
à la participation d'une délégation du Conseil de jeunes aux 30 ans de la NACEJ et aux 25 ans du Conseil de jeunes de la ville d'Arras, à la prise en charge sur la ligne dédiée 011 6100 88 422 4003 200 309 d'une participation de la ville pour un montant de 3 187 €. Proposition de décision ou avis. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la participation et la prise en charge d'une délégation du Conseil de jeunes aux 30 ans de la NACEJ et aux 25 ans du Conseil de jeunes de la ville d'Arras. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, cher Pérez Junior. Chers collègues, il nous est demandé de délibérer sur cette question. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Oui, je t'en prie. Moi, je voudrais féliciter notre jeune mairesse. C'est pas évident de prendre la parole en public comme ça. On n'est pas habitué, mais c'est bravo, bravo. En tout cas, je te motive à poursuivre. Et puis, c'est une bonne chose, une belle action que nos jeunes qui font partie du Conseil de jeunes du Lamentin aient représenté la ville du Lamentin en France lors des 30 ans de l'ANACEJ. C'est une très bonne chose. Bravo. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Donc, à l'unanimité, merci pour eux. Alors, à ce point de l'ordre du jour, je voudrais rendre un hommage à notre consoeur, je peux dire comme ça, puisqu'elle est mairesse junior. Mais nous avons en sa personne une jeune fille remarquable. Remarquable dans le sens où elle a un sens aigu de l'investissement personnel, associatif, de la relation avec les autres jeunes et l'envie qu'elle a de construire et de proposer pour les jeunes, avec les jeunes. Mais elle a surtout aussi une tête bien faite et bien pleine. C'est une jeune fille remarquable, d'une très vive intelligence. Elle l'a prouvé avec son bac. Elle était candidate à la Bourse Alizée. Je crois qu'elle est deuxième à la Bourse Alizée. Elle a raté de peu le titre de lauréat, mais je veux, au nom du conseil municipal, t'adresser toutes nos félicitations, à la fois pour ton engagement citoyen, ton engagement auprès de la jeunesse, et pour la qualité du travail scolaire qui était le tien, et jusqu'à maintenant le remarquable parcours qui est le tien. Alors félicitations au nom de tous. J'aurais souhaité que Maëlle nous dise quelques mots concernant Coralie, puisqu'elle a travaillé un peu avec elle ces dernières années. Et ensuite, je voudrais que Coralie nous dise sa vision de l'avenir, qu'est-ce qu'elle entreprend, qu'est-ce qu'elle voudrait faire, à quel point elle en est, et quel avenir s'ouvre devant elle. Donc, Maëlle. Merci, monsieur le maire. Ben, je crois que ça se voit. Je suis très émue parce que, comme je disais à Coralie tout à l'heure, quand j'ai connu Coralie, il y a de cela quelques années, c'était une jeune fille timide, un peu timorée, qui, comme tu l'as dit, monsieur le maire, avait déjà la tête bien faite et bien pleine. Mais là, même physiquement, je trouve qu'elle s'est épanouie. Quand je la vois avec une telle assurance, même si elle stresse, on en parlait il y a 5 minutes, même si elle a quelques doutes des fois, mais elle se jette à l'eau et elle y va, quoi. Donc, je suis particulièrement fière. Je pense que la ville du Lamentin peut être aussi très fière. Je pense qu'on l'est déjà, qu'on a ce genre de profil de jeunes. Et elle est à l'image de l'ensemble du conseil de jeunes. On a eu diverses réunions avec eux. Je pense que la plupart des élus qui sont présents peuvent témoigner. Ce sont des jeunes qui en veulent. Ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils disent que c'est blanc, quand c'est noir, et puis on défend, on argumente, on sait où on veut aller, et on va et on fait ce qu'on a dit. Donc, je pense qu'on peut être très fiers. Personnellement, je suis extrêmement fière de Coralie, mais aussi de l'ensemble du conseil. Je l'ai déjà fait, mais Coralie, je te réitère mes félicitations. Je ne peux te souhaiter que de bonnes choses. Je pense qu'avec le caractère que tu as, ça ne peut qu'aller. Comme on dit des fois, la vie estudiantine, ça ne rigole pas. Les prépas, ça ne rigole pas non plus. Mais je pense que ça devrait bien se passer. Donc, de toutes les façons, la ville du Lamentin garde ses portes grandes ouvertes, la mairie aussi, l'ensemble du conseil. On ne peut te souhaiter que de belles choses et
Et voilà, ça ira. Coralie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Ce sont des mots qui transpercent mon cœur. C'est beaucoup d'émotions, même si je ne le montre pas forcément. Mais voilà, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur le maire, Maëlle, mais aussi vous tous de m'accueillir aujourd'hui, de m'écouter et surtout pour ces mots d'encouragement qui me motivent énormément. Par cette occasion, je voulais également féliciter tous les Lamantinois, bacheliers, tous les Martiniquais, tout le monde finalement qui a obtenu son bac ou bien qui a réussi dans les objectifs qu'ils se sont chacun fixés. Parce que c'est vrai que dans cette période, c'est assez compliqué de continuer à garder cette motivation. Donc voilà, félicitations à tout le monde. Merci encore. Ce sont vraiment des mots qui vont rester gravés et qui me motiveront, surtout dans les moments difficiles auxquels je serai confrontée. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, donc j'envisage j'intégrerai à la rentrée prochaine une prépa MPSI. Donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, maths, physique et sciences de l'ingénieur, pour à l'issue de 5 ans intégrer 2 ans intégrer une école d'ingénieur. Voilà. Quel est le métier qui te plairait? Quel est le métier qui te plairait? Alors, j'espère devenir ingénieur dans le domaine de l'aéronautique. Aéronautique. Voilà. Ah, très bien. Bravo. Merci. Bien, Coralie, je sais que tu as un impératif à 17h et que ton temps est déjà compté. Donc, nous allons te libérer. Tu peux rentrer quand tu le souhaites. Bye bye, bye bye. Bien, ce point étant passé, nous abordons le deuxième point. Je vais passer la parole à Monique Craspa concernant la fête du Lamentin qui était prévue dans la semaine du 10 août, comme d'habitude. Monique, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de, comme tu viens de dire, la fête patronale qui était programmée, mais par rapport au Covid, 4e vague, annulation des animations de la fête patronale 2021. Alors, la ville du Lamentin prévoyait de célébrer la fête de Saint-Laurent du 4 au 12 août prochain. L'objectif premier était de marquer la fête de la ville par des activités estivales afin de divertir la population. En raison de la crise sanitaire et du confinement que nous traversons, les membres de la commission ont proposé d'annuler le programme d'animation à l'exception des cérémonies officielles, dépôt de gerbes et messes prévues le 10 août à 16h30. Des temps forts comme la célébration des 70 ans de l'harmonie lamantinoise, la cérémonie de dénomination du centre aquatique communautaire et d'action caritative en faveur des Amazones sont donc reportés à une date ultérieure.
selon l'évolution de la situation. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués dans la dynamique festive de notre territoire. Alors, le présent rapport fait le point sur le projet de la fête patronale 2021 au Conseil municipal. Alors, je voudrais quand même ajouter, vu l'heure avancée du couvre-feu, le rassemblement se fera pour la messe, le mardi 10, rassemblement au Hôtel de Ville à 15h30, dépôt de gerbe à 16h et la messe à 16h30 que le curé a bien voulu maintenir à 16h30. Dans des conditions de Covid. Voilà, dans les conditions de ce Covid. D'accord. Très bien. Mes chers collègues, vous avez des remarques ou des questions à ce sujet? Oui. Bon, mais je veux poursuivre dans la même dynamique que Monique, avec la collègue. Féliciter et remercier toutes les associations qui, malgré le contexte, ont élaboré un programme consistant afin d'animer notre ville. Parce que c'est vrai que beaucoup de Lamantinois, Martiniquais se posent des questions par rapport à ce Covid, mais nous avons un tissu associatif très fort au Lamentin qui, malgré le contexte, essaie de trouver des solutions pour apporter une animation dans notre ville. Et je peux le dire, hein, parce que bon, nous sommes tous ici, nous avons quand même été membres, nous sommes toujours membres d'une association. Le tissu associatif souffre beaucoup des dernières décisions, même si je peux comprendre, une fois on peut, une fois on ne peut pas. Et je vois par exemple, dernièrement, enfin, hier ou avant-hier, on a dû, l'association Relève Lamantinoise, par exemple, a dû annuler la manifestation Futsal Cup, alors qu'ils avaient trouvé toutes les solutions pour faire cette manifestation. Je le dis parce que beaucoup d'associations nous appellent, nous élus. C'est un moment très difficile pour eux. On parle beaucoup des entreprises, des entreprises ou d'autres choses, mais il faut penser à ce tissu associatif qui aujourd'hui ne sait pas où elle va, tout simplement. Puisque un jour on peut, un jour on ne peut pas. En tout cas, je veux remercier ces associations, ces jeunes qui ne perdent pas espoir, malgré le contexte, et qui souhaitent animer leur ville malgré cette pandémie qui touche la Martinique. Et merci Lionel. La futsal est annulée. La futsal, c'est ça. Compte tenu du contexte, évidemment. Bon, c'est vrai que le tissu associatif, comme d'autres secteurs, comme l'économie, comme tout un pan de l'activité touristique, etc., paie un lourd tribut à la crise et quelquefois aux mesures qui ne sont pas forcément adaptées ou qui pourraient l'être mieux, évidemment. Mais il s'agira pour nous de penser à l'après-crise et surtout à la stratégie que nous allons devoir mettre en place pour soutenir le tissu associatif, pour assurer la reprise et les aider. Donc c'est une commande que je passe d'ores et déjà aux deux commissions sport-culture, de vérifier comment on peut mobiliser des moyens humains, techniques et pourquoi pas financiers pour soutenir de manière exceptionnelle la vie associative qui en a bien besoin, parce que si elle ne fonctionne pas, c'est tout un pan de la société qui sera en difficulté et nous aurons bien du mal à tout maîtriser. Nous savons l'importance des clubs, des associations dans le système éducatif, dans la protection de la jeunesse, dans l'éducation, dans la formation, dans l'apprentissage. C'est extrêmement important. Donc il nous faut déjà penser à l'après-crise et au nécessaire soutien que nous allons porter au tissu associatif. C'est pour moi très très important. Il faut anticiper, il faut y réfléchir dès maintenant, parce que en septembre, vous savez très bien qu'en septembre, il y aura probablement une ouverture possible, nous l'espérons tous, mais ça sera aussi probablement la reprise des championnats, la reprise des entraînements, la reprise des contacts avec les membres, etc. C'est la rentrée scolaire. Bon, il y a un contexte en septembre qui fait que nous devons être au plus près des associations du Lamentin. Donc je te remercie d'avoir fait cette intervention sur les clubs et associations, mais sur la fête patronale, effectivement, nous sommes encore une fois victimes de cette situation, mais pas que nous. Toutes les communes seront logées à la même enseigne, hein. Toutes celles qui font la fête à la même date. De mémoire, Sainte-Marie, c'est la fête de la Vierge, donc c'est le 15 août. Sainte-Marie ne fera pas sa fête aussi, etc. Toutes les autres communes. On est ainsi dans un contexte pénible et difficile. Donc, nous prenons acte du fait que la fête
sera reporté à l'année prochaine. Il y a des manifestations qui sont annulées, on le voit bien, et puis des manifestations qui sont reportées. C'est très important parce qu'il y a notamment les 70 ans de l'harmonie lamantinoise. Il est bien évident que nous pouvons trouver une autre date dans l'année pour célébrer ces 70 ans d'une association monumentale comme celle-là. Notamment, on peut trouver la Sainte-Cécile, on peut trouver d'autres dates, mais nous devons toujours penser que l'harmonie lamantinoise doit être célébrée, doit être reconnue pour ce qu'elle a fait au Lamentin, ce qu'elle continue à faire. Nous avions prévu une expo avec des photos, avec un parcours historique de cette association. Il faut que ça soit maintenu et nous le ferons dès que nous le pourrons. De même, la dénomination du bassin communautaire était prévue. La délibération a été prise à la CACEM pour que ce bassin cet équipement s'appelle Pierre Samo. Mais je ne crois pas qu'il soit opportun de le faire maintenant. Je pense qu'il vaut mieux attendre 2 ou 3 semaines et faire cette inauguration, cette nouvelle appellation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, le conseil municipal donc, prend acte de cette décision. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. C'est toujours Monique qui présente un point concernant la formation des animateurs à l'hygiène des aliments pour le foyer rural de Roche-Carré. C'est bien ça? Oui, merci, monsieur le maire, c'est bien ça. Alors, le foyer rural de Roche-Carré, association de la loi 1901, fait face à un manquement de la maîtrise des méthodes de travail permettant d'assurer l'hygiène des aliments au sein de son accueil de loisirs sans hébergement pour les moins de 6 ans. Par conséquent, le foyer demande un soutien à la ville pour la prise en charge de cette formation pour 5 de ces animatrices. Face à l'urgence, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES, imposait le délai du 27 juin 2021 afin de répondre aux manquements liés à la décision de la protection maternelle et infantile, PMI. Après quoi, une procédure de mise en concurrence a été lancée et le centre de formation pressenti est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, UNIH Formation, situé au Aubert. Le coût s'élève à 1 953 € pour 2 jours, soit 14 heures. La commission émet un avis favorable. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la prise en charge exceptionnelle de la formation à hauteur de la somme survisée sur la ligne Action Vie Associative. Voilà, monsieur le maire. Merci. S'il y a des remarques concernant cette contribution au foyer rural pour la formation des agents, il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Ah, pardon. Oui. Une remarque concernant le dossier. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très bien. Mais est-ce qu'on s'est assuré du cadrage juridique? Je pose la question parce que, tel que c'est dit là, est-ce que ça veut dire que la ville va payer directement la formation pour le compte de l'association? Est-ce que c'est simplement pour savoir comment ça se fait? Non, non, ils ont introduit une demande de subvention et la demande correspond à ces frais de formation-là. Donc nous accordons la subvention au foyer rural et le foyer va ensuite régler. Voilà. Alors nous y contribuons sur d'autres formes, hein, puisqu'on est avec eux sur ça, on y participe matériellement et techniquement, mais sur la partie formation, nous subventionnons l'association qui paye. Ok. Alors, j'ai voté ou pas? J'ai fait voter? Non? Non, pas encore. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait les affaires sportives. Je passe la parole à Louis Cadignan. Oui, monsieur le maire. Il s'agit là tout simplement de l'attribution de subventions pour la campagne 2021. La commission sport du 6 juillet 2021 a étudié les 23 dossiers reçus de la campagne 2021 et examiné favorablement les demandes de subventions de fonctionnement, ainsi que les projets de certaines associations sportives du Lamentin. Bien sûr, l'objectif étant de promouvoir le développement de la vie associative
et de reconnaître le rôle essentiel et le travail fondamental des acteurs bénévoles. Vous avez le tableau des subventions proposées là pour ces différentes associations, pour un montant total de 47 727 €. Alors, il faut rappeler que le principe de calcul n'a pas changé, mais les sommes qui permettent ce calcul, c'était passé déjà dans une première, c'était passé dans un autre conseil, avait augmenté de 5, 10 et 20% respectivement, bien sûr au bénéfice des associations. Alors, outre les aides financières de fonctionnement, certaines associations ont sollicité un cofinancement à la réalisation de projets. Alors, les projets, vous les avez là. Le comité cycliste de Martinique, comme chaque taux, sollicite la ville par rapport à l'arrivée du taux qui se fait sur le Lamentin-Onegmaron. La commission a proposé 8 000 € pour ce faire. Bien sûr, si cet événement a lieu. Plaisir Marché, une nouvelle association sportive qui fonctionne déjà sous forme de loisirs, a sollicité une aide au démarrage. La commission a proposé 480 €, somme que nous allouons aux associations, même montant que nous allouons aux associations qui n'ont pas de licenciés. Madinina Bikeuse a un projet de développement de pistes de vélo virtuelles indoor. La commission a proposé 4 500 € pour ce projet qui pourrait bénéficier d'une aide complémentaire si le taux n'a pas lieu, parce que la ville avait été sollicitée à hauteur de 9 000 €. Le Longvilliers Club du Lamentin, pour régulariser une ancienne dette piscine liée à la location des lignes d'eau du centre aquatique communautaire, la commission a accordé 5 000 € pour éponger cette dette et, entre-temps, le Longvilliers devait régler ce problème avec la CACEM. Monsieur le maire, je crois que c'est fait. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas revenir ici. Alors, l'OMSL, nous avons à rembourser 698,49 € à l'OMSL pour la prise en charge d'un billet d'avion de M. Roberto Lerandi, athlète de la Cigogne, qui a participé au championnat de France. Et puis, Gommier Tradition, la commission propose 7 000 € pour leur participation au 36e Tour des Yoles Ronde, qui est reporté, donc en espérant que ça ait lieu. Sinon, alors ce cofinancement a un montant total de 25 678,49 €, ce qui ramène le total subvention plus cofinancement à 73 405,49 €. Voilà, monsieur le maire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ces traditionnelles attributions de subventions? Alors, s'il n'y en a pas, il faut faire attention sur les dotations concernant les grandes manifestations qui vont venir. Nous ne versons pas a priori, nous versons a posteriori. A posteriori. Donc, en fonction des manifestations, donc on provisionne ces sommes-là, mais on ne les verse qu'en fonction du réalisé. Et on sait très bien que si les manifestations ont lieu, elles n'auront pas lieu dans la grande dimension qui était celle qui était initialement prévue. Donc, il va falloir qu'on fasse attention. Et ces crédits-là peuvent être ventilés sur la vie associative en prévision justement de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la reprise et le nécessaire soutien du tissu associatif lamantinois. D'accord. Donc, dans ces conditions, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe à la culture avec Georges-Louis Lebon. Merci, monsieur le maire. La commission culture vie associative en sa séance du mercredi 30 juin a favorablement examiné des demandes de subvention de fonctionnement en faveur des bénéficiaires indiqués ci-après dans le tableau que nous allons regarder tout à l'heure. Le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2021 pour les subventions aux associations culturelles est de 37 800 €, montant supérieur à celui de l'année 2020 qui était de 31 500 €. Comme à l'accoutumée, les subventions sont attribuées au prorata de l'enveloppe budgétaire et des actions menées par les associations.
Pour cet exercice, les membres de la commission suggèrent de maintenir, comme en 2020, l'augmentation de 10% du montant de la subvention proposée pour chaque entité par rapport à la subvention reçue en 2019. La commission a donné un avis favorable pour l'attribution de ces subventions. La dépense sera imputée au numéro susmentionné du document du budget communal. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'attribution des subventions de fonctionnement aux associations culturelles au titre de l'année 2021 pour la première tranche. Donc, le tableau qui suit permet de voir la ventilation. Il s'agit, en ce qui concerne l'association des anciens combattants et victimes de guerre du Lamentin, une proposition de subvention de 550 €. Association Fleur de l'Âge, 680 €. Manduit Évasion, 275 €. Acajou, Racine d'Acajou Doubout, 1100 €. Calens Beach Club, 550 €. Association Senior Service, 880 €. Association artistique, culturelle et sportive Check en Pêche pour 1320 €. Pétale de haute taille, 550 €. C'est nous-mêmes, 275 €. Nous Passave, 1100 €. Lianage culturel Lamentin, 660 €. Foyer rural de Sao du Chêne, 2200 €. Association La Mer à la Campagne, 1100 €. Les Amis du Sénégal Caraïbes, 550 €. Comité d'action Lamentinois, 275 €. Association Mon Pavillon, 1000 €. Et détente animation loisirs culture 2000, 1100 € pour un montant de 14 145 €. Voilà pour la ventilation. Merci beaucoup. Oui, il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui sera important sur les deux types d'associations, les trois types d'associations, y compris les associations sociales, c'est de vérifier les conditions de tenue des assemblées générales. Je sais que ça sera difficile, et il faut vous rapprocher de ces associations pour voir comment on peut techniquement les aider à pouvoir faire les assemblées générales, parce que si elles ne les font pas, elles ne sont pas éligibles aux subventions. Donc, on risque de les mettre encore plus en difficulté. C'est une obligation légale d'avoir les documents à jour, mais je pense qu'il faut les recenser, vérifier dans quel état elles sont, si elles sont encore en activité, si elles ne sont pas encore en sommeil, et relancer un peu tout ça et faire l'Assemblée générale. C'est très, très important. Oui. Lors de la première vague de Covid, on a fait une réunion avec toutes les associations et on leur a dit qu'on était à leur disposition pour leur trouver des salles pour faire leur assemblée générale si la salle où ils ont l'habitude de faire leur activité est trop petite. Donc, on a des associations qui viennent vers la JVA, donc on est en accompagnement des associations. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, il faut être réactif, mais pas seulement sur... les locaux, c'est bien pour les accueillir, mais il faut peut-être les aider. S'il faut faire le rapport d'activité, faire le point avec elles, le rapport financier, comment les aider à le monter. C'est essentiellement ça qui bloque souvent dans la constitution des AG. Et il faut absolument que les AG se tiennent, même si elles ne sont pas significatives d'un fonctionnement idéal, mais ça sera formalisé et on pourra les aider. Si on a des aides complémentaires à apporter à la reprise, mais il faut que ça soit dans ce cadre-là. Il faut, monsieur le maire, aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi qu'on pousse les associations vers la digitalisation, faire des assemblées générales virtuelles. Peut-être qu'il faudrait que la ville accompagne ces associations vers le virtuel, parce que je pense que Covid, j'espère que ça passera vite, mais nous sommes encore pour un moment. Donc, je pense qu'on a les moyens techniques pour accompagner les associations vers le virtuel, afin de réaliser leurs associations. Ouais, ça c'est voilà un niveau d'aide qu'on peut leur apporter, c'est les équipements numériques pour tenir ce genre de choses. Bien. Oui, Monique. Ensuite, Fred Samo. Oui, monsieur le maire, ce travail se fait déjà à JVA, oui, l'accompagnement des associations. Oui. Non, je sais, mais je le redis dans ce cadre précis de la Covid, parce que c'est déjà difficile en temps normal. On connaît de grandes associations, par exemple, qui ça fait 2 ans qu'elles n'ont pas fait d'association, d'assemblée générale.
Donc, dans cette situation-là, on peut avoir une démobilisation ou bien des retards, un manque de motivation, tu vois, ou de crainte. Donc, il faut aller encore plus loin pour les soutenir, surtout celles qui ont du mal. Ah, Yannick. Ok, parfait. Très bien, donc on va vous... Oui, José. Juste quand même pour souligner quand même le soutien de la ville aux associations, parce que quand on analyse les chiffres pour le soutien aux associations culturelles et aux associations sportives, c'est quand même près de 90 000 € que la ville apporte en soutien aux associations. Et c'est près de plus d'une cinquantaine d'associations qui en ont fait la demande. Donc c'était quand même pour souligner quand même ce soutien important que fait la ville aux associations, notamment en cette période de crise. Et qu'il ne faut pas arrêter, et qu'il faudra même amplifier. Très bien. Passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Je passe la parole à... Alors, c'était Miguel qui devait présenter, mais Miguel n'est pas là. C'est Max Burdi. Voilà. Max, sur le point concernant la décision modificative. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal. Alors, décision modificative numéro 1. Il est soumis à votre examen des propositions relatives à la décision modificative numéro 1/2021. Première étape budgétaire après le vote du budget, la présente décision modificative permet d'ajuster les prévisions budgétaires initiales, de prévoir et autoriser de nouvelles dépenses et recettes. En fonctionnement, la DBM 1 2021 s'équilibre en dépenses et en recettes en mouvement réel à hauteur de 1 9 644,01 € en progression de 1,44% par rapport au budget primitif. En recettes, les principaux ajustements portent sur la fiscalité et sur les dotations qui font suite aux modifications parvenues postérieurement au vote du budget primitif. Il convient également de rajouter des subventions du Fonds social européen FSE, géré par la CTM, d'une part, et d'autre part par Life for Best, l'instrument financier pour l'environnement, pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les territoires européens ultramarins. Il s'agit d'une recette issue de l'Union européenne. Aussi, les inscriptions présentées correspondent 65 000 € chapitre 01 pour le financement des factures d'eau, 011 pour le financement des factures d'eau, 120 000 € chapitre 011 pour le financement des factures d'électricité, 43 000 € chapitre 011 pour compléter le financement du projet de territoire, 500 000 € chapitre 011 pour les ajustements budgétaires sollicités par le Centre des finances, annulation titre de recettes, 185 000 € chapitre 65 pour financer l'attribution d'une subvention complémentaire au CCAS destinée à la reprise d'une partie du personnel du service social de l'OMAS. Cette participation sera versée en une fois. 25 110 € chapitre 65 pour compléter le financement des subventions des associations culturelles, 31 549 € chapitre 67 pour rembourser à l'État une partie de la subvention reçue pour le projet LAM Antin, 39 995,01 € pour financer le projet Sauvons la mangrove à deux pas. Le financement de ces dépenses est assuré par des compléments de recettes constatés en fonctionnement représentant un montant de 1 9 644,01 €. 96 860
214 € correspondant aux notifications de recettes fiscales et dotations complémentaires versées par l'État, 204 495,89 € correspondant aux notifications complémentaires d'octroi de mer, 268 289,11 € versés par le FSE pour financer les équipements de protection individuelle dans le cadre de la pandémie, 39 995,01 € par Life of Forbes. Avis de la Commission. La Commission a émis un avis favorable pour cette décision modificative numéro 1. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver d'une part cette décision modificative numéro 1 de montant de 9 644,54,01 et d'autre part d'autoriser le versement au CCAS en une fois la subvention complémentaire de 185 000 €. Merci beaucoup. Donc une décision modificative à 1 9 654 € qui équilibre en dépenses et en recettes sur la section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions? J'y réponds. Ça va? Pas de remarques? Bien. Mais s'il n'y a pas de remarques, je vais passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe à l'urbanisme et je vais passer la parole à Fred Samo concernant le renouvellement du contrat de maintenance des... Oui, ce sont les outils professionnels du système d'information géographique, le SIG, donc c'est la maintenance ESRI France. Oui. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit en effet du renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de système d'information géographique qui est arrivé à son terme, à son échéance, le 31/12/2020. Donc, le nouveau contrat, il arrivera à échéance le 31/12/2021. Il pourra être reconduit annuellement avant la date d'échéance avec une durée totale limitée à 3 ans. Donc, ce contrat ouvre l'accès à différentes prestations. Il s'agit de l'assistance à la résolution des problèmes d'installation du logiciel, l'assistance à la résolution des problèmes d'utilisation du logiciel dans le cadre des logiciels standards, le support technique Esri France pourra intervenir via la télémaintenance sur les postes de travail sur les serveurs du client, si celui-ci donne bien sûr son accès et que son infrastructure réseau le permet. Et aussi l'assistance à la résolution des problèmes relatifs au développement et à la personnalisation autour du logiciel supporté, l'enregistrement et le suivi des demandes de correction de dysfonctionnement et des demandes d'amélioration du logiciel, la livraison des versions successives du logiciel regroupant les corrections d'anomalies détectées par Esri pour l'ensemble de ses clients, la maintenance évolutive, comprenant la fourniture des mises à jour du logiciel commercialisé pendant la durée de validité du contrat, la mise à jour de la documentation. En conséquent, maintenir ce contrat est bien sûr primordial pour le bon fonctionnement des logiciels SIG acquis par la ville. Celui-ci permettra un meilleur service aux différents services ainsi qu'aux administrés. La Commission a émis un avis favorable, la Commission urbanisme, aménagement du développement du territoire, développement durable, a émis un avis favorable. Il nous est proposé aujourd'hui, Monsieur le maire, de nous prononcer sur cette proposition de renouvellement de contrat. Oui, c'est une situation assez classique. Quels sont ceux qui ont des remarques ou des questions à poser? Ça va? C'est un contrat de maintenance, hein, c'est le SIG, c'est tout l'outil numérique qui nous permet d'avoir l'examen de notre foncier avec tous les paramètres, les cartes successives qui sont traitées et gérées. Nous avons un service assez pointu puisque notre responsable de ce service est mutualisé aussi avec la CACEM, puisqu'il fait aussi le SIG à la CACEM. C'est quelque chose d'assez pointu qu'il nous faut absolument garder. Donc je propose qu'on passe au vote sur le contrat de maintenance. Quels sont ceux qui sont contre?
qui s'abstiennent. Merci, collègues. On passe au point suivant. Oui, c'est Fred, toujours, concernant le projet de session au 19 avenue François Fanon. Oui. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit d'un projet de cession de bien communal libre de toute occupation cadastrée section C246, 6 au 19 avenue François Fanon, sur lequel repose une maison d'habitation d'une superficie de 75 mètres carrés 89. Ce logement de type F3 dépend d'un groupe d'habitation de la cité Petit Manoir, de fabrication en dur, à simple rez-de-chaussée, surélevé sur un solage béton, couverte en tôle ondulée comprenant un séjour de 24 mètres carrés 47, une cuisine d'à peu près 8 mètres carrés, 2 chambres, une de 12 mètres carrés 62 et l'autre de 10 mètres carrés 05, une salle de bain, un WC indépendant. L'immeuble ci-dessus désigné, qui appartenait à l'origine à la CIMAR, a été acquis par la commune du Lamentin, suivant acte reçu les 2 et 5 septembre 1977 par Maître Lagarde-Édouard, notaire associé à l'association civile professionnelle Lagarde et Mathieu, et Maître, je vais essayer de dire, Xinhua Sion, Georges, notaire à Fort-de-France. L'acte de vente sous la forme authentique a été publié et enregistré au service de la publicité foncière le 19 septembre 1977, volume 1595, numéro 28. On a une description de l'état de la maison. Hein. C'est une maison qui a une construction très vétuste, qui a été édifiée en 1960 et qui n'a reçu aucune réhabilitation depuis. Un certain nombre de constats ont été réalisés sur les composantes. Il y a la présence de traces visibles d'infection de termites, les installations électriques sont obsolètes, la toiture en tôle ondulée est en très mauvais état, les murs composés de parpaings non enduits sont très dégradés, les menuiseries portes et fenêtres sont abîmées, les faux plafonds sont délabrés, les sanitaires sont obsolètes, le plan de cuisine est en mauvais état. Donc il y a eu 3 scénarios, hein. Soit la réhabilitation du bien. L'autre scénario, c'est la déconstruction puis la reconstruction. Et enfin, le troisième scénario, c'est la vente en état. Les domaines ont donné un avis, en tout cas une évaluation sur la valeur vénale. Il y a une estimation qui a été faite à 92 000 € hors taxe. Cette présente évaluation n'a pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche archéologique préventive de présence d'amiante et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. Donc, le projet de vente, c'est Mme Corosine qui a sollicité la ville pour l'acquisition du dit bien par courrier en date du 24 août 2020. Donc, notez qu'effectivement, Mme Corosine nous a demandé d'acheter ce bien. La commission a émis un avis favorable pour la vente en état. Il nous est proposé aujourd'hui au conseil municipal de nous prononcer sur la vente en état de ce logement. Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je peux vous dire que nous faisons un acte d'humanité très grand sur ce plan-là. Et je suis convaincu, sans rien dévoiler, que nous aurons la reconnaissance éternelle d'une famille qui est dans de grandes difficultés. Donc je passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Très sincèrement, merci pour eux. C'est toujours par Fred Samo. Il s'agit de la signature de la convention de partenariat avec la CCIE Association Caribéa Initiative dans le cadre du projet Réciprocité. Oui, monsieur le maire, la ville porte le projet Réciprocité qui vise la protection et la valorisation de la mangrove. Pour réaliser ce projet, des partenariats avec les acteurs privés sont développés progressivement. En 2019, l'association Caribéa Initiative, réunissant des chercheurs caribéens mobilisés sur la connaissance et la préservation de la biodiversité sur leur territoire, nous a invités
a présenté lors de son congrès annuel les résultats de l'IRBSS, c'est-à-dire l'inventaire rapide, biologique, sociologique et technologique. Cet inventaire réalisé avec le Centre de recherche Santiago BioEco. L'association a donc identifié le Lamentin comme collectivité pertinente pour porter avec elle des travaux de recherche. Quand elle a été sollicitée par le CCIE, c'est le comptoir Caraïbes d'importation et d'exportation distributeur de Toyota Suzuki, pour développer un sujet de thèse sur la mangrove, elle l'a orienté tout naturellement vers notre collectivité. Les réflexions sur la mise en œuvre de tels partenariats ont mené aux propositions suivantes. Le dispositif. Recours par CCIE à une convention interindustrielle de formation par la recherche, dite CIFRE, pour l'accueil de doctorants pour des travaux de recherche sur la mangrove proche de ces installations. Les CIFRE visent à renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publics et les milieux socio-économiques pour plus d'innovation industrielle, tout en permettant aux entreprises de défiscaliser une partie des dépenses et d'accueillir des personnels qualifiés. Le sujet, donc on parle des effets de l'eutrophisation sur le fonctionnement de l'écosystème de la mangrove du Lamentin, rôle de la matière organique particulière disponible, carbone bleu et dynamique des gaz à effet de serre. Grâce à ce sujet, nous saurons comment fonctionnent les cycles du carbone, de l'azote et de la matière organique dans la mangrove du Lamentin. Par des analyses de ces éléments dans des carottes de sol de plusieurs types de mangroves, dégradées, saines, anthropisées, régénérées, nous aurons des leviers scientifiques pour orienter nos actions de gestion et de préservation de l'écosystème. Aussi, l'encadrement scientifique, le matériel de laboratoire nécessaire pour les analyses chimiques à mener n'étant pas disponible en Martinique, ne pouvant pas être rentabilisé localement, l'association a proposé un encadrement par M. Tarit Méziane, directeur du laboratoire de recherche Boréa, biologique des organismes et des écosystèmes aquatiques, rattaché au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le FNHN. L'encadrement technique, donc pour organiser son travail de terrain et lui permettre d'être ancré dans les démarches du territoire et rencontrer les acteurs pertinents, le doctorant serait accompagné en Martinique par les services municipaux du Lamentin et notamment le service encadrement, environnement et cadre de vie. L'encadrement administratif et logistique. Durant les 3 années de sa thèse, le doctorant sera rémunéré par le CCIE qui lui mettrait à disposition localement le matériel nécessaire, bureau, véhicule, ordinateur, téléphone, matériel technique, et un hébergement si besoin. Les frais de billets d'avion vers Paris seront également pris en charge dans ce cadre. La mise en œuvre de ce partenariat nécessite 3 étapes liées les unes aux autres. La validation de la démarche par l'ANRT, à savoir l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Cette étape réalisée par le CCIE est en attente de réponse. La signature de la convention CIFRE entre le CCIE et le MNHN. La signature d'une convention tripartite entre la ville, l'entreprise et l'association au sujet du travail scientifique de recherche locale. Vu tout ce programme, la commission en charge de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du développement durable a bien sûr émis un avis favorable à la signature de cette convention et demande de faire un suivi de la mobilisation humaine et matérielle de la commune sur ce projet. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir, d'une part, formuler leur avis sur le principe de ce partenariat sur le projet de convention et d'autre part, de donner délégation à M. le maire pour la signature de la convention. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Sur cette question de partenariat, vous avez des remarques ou des questions? Oui. Oui, merci.
Non, très bien, hein, pour la recherche et puis également la protection des zones naturelles. Mais il me semblait à la lecture de la note de synthèse et puis également de la convention qu'il y aurait une petite contradiction, notamment en ce qui concerne l'hébergement de la personne, du doctorant, au cas où il ne serait pas martiniquais. Il me semble que dans la note, il est dit que cet hébergement est pris en charge par la société, et tandis que dans la Convention, dans son article 4, alinéa 1, il me semble que l'hébergement est pris en charge par la collectivité. Donc, il faut... Oui. On va clarifier ça, mais en principe, c'est pas un principe. De fait, c'est l'entreprise qui prend en charge l'hébergement. Oui. Mais on va rectifier, tu as bien fait de le signaler. On va le rectifier parce que là, nous avons rencontré évidemment le chef d'entreprise et c'est une manière d'intéresser les entreprises aux actions que nous portons, et notamment sur l'environnement sensible de la mangrove derrière les zones industrielles. Et effectivement, on a un écho extrêmement favorable des entreprises là-dessus parce qu'elles sentent bien qu'elles ont intérêt à travailler avec nous sur le sujet. Je passe la parole à Fred. Oui, le collègue a raison, en effet, effectivement. Sur la note, c'est écrit que c'est le CCIE. Et lorsqu'on regarde la convention, c'est écrit si, avec une précision, s'il n'est pas du département, c'est la ville qui prendrait. Et je pense que là, c'est une correction à apporter pour préciser. Parce que c'est déjà entendu. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Merci pour la remarque. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. C'est toujours Fred Samo concernant le projet Nature en ville et la proposition de signature d'une convention avec l'association Entreprises Environnement. Oui, toujours on reste dans le même domaine. Les questions liées à la préservation de la biodiversité locale inspirées au sein de la commune de Lamentin grâce au jumelage avec Santiago de Cuba sont de réelles opportunités pour la commune. En effet, préserver la biodiversité ouvre des opportunités de plusieurs ordres. Aménager le cadre de vie des populations, participer à l'effort planétaire visant à lutter contre les changements climatiques, mettre en place des dynamiques mobilisant la population jusqu'à les impliquer pour réaliser des inventaires, valoriser ses compétences. Pour les enfants, développer des activités pédagogiques en extérieur, créer des espaces participant à l'alimentation des populations en situation sociale difficile ou en cas de catastrophe, contribuer à la prévention des inondations, participer à la production fruitière entre les jardins en privilégiant des espèces qui attirent les pollinisateurs, valoriser les actions du Lamentin au-delà de son territoire. Aussi, les services alimentent depuis quelques années ces réflexions autour d'une démarche spécifique dite Nature en ville pour le centre-ville qui vise le non-usage des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, le choix d'espèces locales pour le fleurissement, le retour au matériel électrique peu bruyant pour l'entretien des espaces verts, on l'entend tous les dimanches, des fois on est dérangé par ça, le développement de pratiques de gestion différenciée des terrains, la plantation de plantes de couverture et le recours au paillage, le traitement paysager des berges du Longvilliers. Une proposition de note de synthèse, bien sûr, est jointe. Pour sa part, l'association Entreprises et Environnement porte l'opération Pays Vert qui vise la plantation d'1 million d'arbres en Martinique et qui nous permettrait de disposer gratuitement jusqu'en 2023 des plantes et arbres dont nous aurions besoin pour nos projets. Après récupération des fonds d'entreprise volontaires, qui défiscalisent en retour, elle achète directement les plants chez les pépiniéristes locaux. L'association fournira d'ores et déjà les paletiviers du projet Sauvons la mangrove à 2 pas, dossier qui a été présenté au conseil municipal du 4 mars, d'autres actions identifiées dans le PLU ou le CELA, stratégique environnementale du Lamentin, peuvent en bénéficier. Fleurissement des entrées de ville ou des jardins des bâtiments communaux, réalisation des jardins urbains partagés, réalisation de parcs botaniques et d'autres espèces boisées, reboisement des espaces boisés classés, replantation des zones humides et de mangroves, reconstitution
des haies agricoles. La Commission a émis un avis favorable à la signature de cette convention. Il est demandé aux élus aujourd'hui de bien vouloir formuler leur avis sur ce projet Nature en Ville et sur le projet de convention avec l'association et de donner délégation au maire pour la signature de la convention et des contrats de fourniture d'arbres de plantation à venir. Merci, merci beaucoup. Je pense que c'est l'occasion aussi de féliciter les agents et tout le service en environnement qui fait un travail formidable. Je vais demander aux responsables des services techniques d'adresser pour moi à toute cette direction et ce service nos félicitations, parce que les agents font preuve souvent d'imagination et de créativité. Ce ne sont plus des agents de service espace vert, mais ce sont véritablement des techniciens de l'environnement. Ils ont des métiers qui ont évolué, des pratiques qui ont évolué, des techniques qui ont évolué, une responsabilité plus large, une créativité qu'on leur demande d'exprimer. Vous voyez le travail qui est fait sur la plupart de nos ronds-points. Ils sont très impliqués dans la démarche environnementale. On l'a dit, dans l'analyse, vous voyez un peu tout ce qu'on fait. Des choses qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui, qui le seront après, mais ils font un travail formidable. Et je dois dire que l'équipe qui est arrivée avec une partie des agents de l'Office des sports et ceux des services techniques qui étaient déjà là ont créé une vraie dynamique. Et je trouve que ce sont des agents qui sont extrêmement engagés dans leur travail, leur métier. Donc je tenais officiellement et très sincèrement à les féliciter et à leur demander de continuer et d'amplifier encore le travail. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions sur ce projet? Oui, en tant que vice-présidente de la coopération régionale, comment ne pas intervenir? Surtout que, pour moi, on a eu des chercheurs santiaguais, lamantinois, martiniquais qui se sont fusionnés pour faire un inventaire rapide de la mangrove. Et je crois que ça a impulsé pas mal de choses au niveau de la recherche au sein de la mangrove, puisqu'elle dispose d'une richesse et qu'il faut utiliser, et qui implique non seulement nous, chaque citoyen, mais également les associations, les entreprises, et de voir que ça porte des fruits, que cet inventaire, quand même, il y a une continuité de travail derrière pour protéger la nature, pour utiliser la nature et la rendre encore plus belle. Eh bien, c'est extraordinaire. En tout cas, chapeau, beau travail. Merci. Merci. Il y a le rond-point devant la mairie, là, avec les 25 ans de la coopération. C'est assez remarquable, oui, magnifique. Bien, bon, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Alors, c'est moi qui présente ça? Ah bon. Eh bien, d'accord, mais je n'ai pas vu ça. Oui, d'accord. Alors, il s'agit de la création d'un poste de chargé de mission sur l'élaboration du développement de projets sociaux et de territoire de la Direction du développement social, DDS. Le 27 mai 2021, une note d'information sur le devenir de l'Office des missions d'action sociale et de santé, l'OMAS, a été présentée en conseil municipal. Ce rapport indiquait les éléments de contribution de la commune au plan du redressement présenté par l'association dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l'objet depuis mai 2020. Il a observé que les 10 éléments s'inscrivent pour la plupart dans la mise en œuvre de propositions et de décisions de restructuration du groupe communal, communes et satellites, issus du redimensionnement des politiques publiques, volet de cohésion sociale et épanouissement des personnes. Pour rappel, la finalité de ce RPP social est de réduire les doublons constatés, de dégager de nouvelles marges de manœuvre et d'articuler de façon plus cohérente l'intervention de chacun des acteurs. À ce titre figure la reprise des missions du champ d'action sociale exercées par l'OMAS, notamment l'accompagnement à la parentalité, la dictologie, etc. Cette démarche est en cours et doit être effective au 1er septembre 2021, conformément aux engagements pris par la commune dans le plan de révision de la continuité de cet établissement. C'est ainsi que 7 salariés affectés à ces activités sont concernés par ce processus. 6 d'entre eux sont pressentis pour intégrer les effectifs du CCAS, qui devient le pivot de l'action sociale, et le 7e, ceux des services municipaux. De fait, et par application des décisions de l'IRPP social qui confortent le rôle de pilote en la matière de l'administration communale, il est apparu opportun d'étoffer la direction du développement social, rattachée à la direction générale adjointe des services à la population, par la création d'un poste de chargé de mission, élaboration et développement du projet social de territoire. En effet, cette direction verra sa dimension stratégique et partenariale confirmée
au regard de ses missions, consistant à contribuer à la définition des orientations politiques, à élaborer des schémas cadres de référence, à favoriser la concertation entre les acteurs, à contrôler, suivre et évaluer la mise en œuvre de ces politiques en maintenant une gouvernance efficace. La reconfiguration de la mise en œuvre des politiques sociales conduit à la création d'une mission d'élaboration et de développement du projet social de territoire. Nous allons y revenir probablement en septembre. Cette mission se décline comme suit: élaboration et suivi du PST, relations interface avec les EPP, ingénierie des projets et développement des partenariats dans le champ des politiques rattachées, veille sur les appels à projets et évolution des dispositifs, contribution à l'évolution de l'action communale. L'un des 7 salariés de l'OMAS concernés par la reprise présente un profil adapté à l'exercice de cette fonction spécifique. Il appartient à la ville de proposer à ce salarié un contrat de droit public qui reprenne la nature du contrat de droit privé dont il était titulaire, ainsi que ses clauses substantielles, temps de travail, fonction, rémunération, conformément à l'article L1224-3 du Code du travail. Ainsi, et en vertu de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il convient de créer un poste de chargé de mission, élaboration et développement du projet social de territoire, de catégorie A et pour un temps complet. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création d'une mission d'élaboration et de développement du projet social de territoire, la création d'un poste de chargé de mission de catégorie A pour un temps complet intitulé élaboration et développement du projet social de territoire, dont les fonctions générales sont les suivantes: élaboration du suivi du PST, relations et interface avec les établissements publics et privés, ingénierie des projets de développement de partenariat dans le champ des politiques rattachées, veille sur les appels à projets et l'évolution des dispositifs et contribution à l'évaluation de l'action communale. Voilà donc la création de ce poste qui rentre parfaitement dans la stratégie que nous avons retenue pour le redéploiement des 7 agents de l'OMAS pour nous permettre de soulager la masse salariale de l'OMAS et de redéfinir le champ d'action des politiques publiques, notamment sur le champ social que nous voulons repositionner. Voilà, chers collègues. Si vous souhaitez intervenir, c'est maintenant. Oui, Judith Laborieux. Je vais juste intervenir sur la méconnaissance qu'a nos administrés du travail qui est fait par la PAM. Donc les agents, je pense qu'ils vont être au niveau du CCAS, parce qu'on a souvent, au niveau des administrés, la question de que fait la ville face aux errants. Et le service de la PAM, c'est un service qui, depuis des années, s'occupe des errants du Lamentin. Les errants qui sont sur le Lamentin. Sur le territoire du Lamentin. Les errants qui sont sur le territoire du Lamentin. Donc, et c'est pour ça que je dirais que ces errants-là il y en a qui nous appartiennent, c'est des errants de notre société, autant lamantinoise que martiniquaise, et que c'est une bonne chose qu'on puisse valoriser ce personnel, parce qu'ils ont une connaissance très fine de chacun des errants qui se trouvent sur le territoire. On a eu une réunion avec eux dernièrement, avec le CCAS. Ils connaissent chacun d'eux, ils connaissent les familles, ils font le suivi, aussi bien le suivi médical, santé et le suivi social. Donc c'est un personnel qu'on ne voit pas souvent au devant de la scène, mais je pense que c'est un personnel qu'il faut qu'on puisse mettre dans la lumière à un moment. Ben, je te remercie. Tu as parfaitement raison, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui mérite à la fois une dimension psychologique avérée, et quelquefois du courage, de la patience, et puis surtout un professionnalisme extrême. Parce qu'on ne s'occupe pas des errants ou des gens qui sont dans la toxicomanie ou dans des difficultés psychiatriques fortes, sans avoir une formation, sans avoir un bagage, et sans avoir un esprit de dévouement. Donc c'est vrai que ces agents-là font un travail considérable. Quelquefois, dans l'oubli, il faut les mettre en lumière, il faut valoriser ce travail-là et nous devons le faire. Maintenant se pose aussi la question du positionnement de l'errance en Martinique. Qui en est chargé? Quels sont les champs de compétences des uns et des autres? Évidemment, nous avons une responsabilité. Ça se passe sur le territoire communal. Forcément, nous sommes impliqués. Mais les textes aussi prévoient que l'errance doit être traitée par la communauté d'agglomération. Donc il y a là un repositionnement où
un soutien technique, voire financier, de la communauté d'agglomération aux différentes communes membres pour le traitement en cohérence de cette situation de l'errance, parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est une situation que l'on vit au Lamentin, mais on sait très bien que c'est une population qui est extrêmement mobile. Aujourd'hui, il y en a un qui est ici, il traîne à Vieux-Pont, à Faux-à-Chaud, puis demain matin, il va à Fort-de-France, après il est à Saint-Joseph. C'est une population qui est très mobile, que l'on identifie, mais qu'il faut accompagner. Donc, bien sûr, il faut qu'on continue, il faut que ce service fonctionne, il faut qu'il soit reconnu, mais il faut aussi que l'on repositionne les responsabilités dans ce domaine-là et que tous ceux qui en ont la responsabilité puissent contribuer au fonctionnement de la PAL. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est un problème que nous avons déjà posé à la communauté d'agglomération. D'ailleurs, Judith, c'est toi-même qui avais interpellé le président de la CACEM à ce sujet, mais il faut vraiment qu'on continue parce que la CACEM, il ne s'agit pas seulement de... Je ne suis pas là en train de faire une critique, c'est pas ce que je veux dire, mais il ne s'agit pas seulement de donner une subvention. La CACEM attribue une contribution à l'assise, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a une implication politique, il y a un déploiement de stratégie, une politique vraiment à mettre en place pour le traitement de l'errance, et ça dépasse simplement l'attribution d'une simple subvention. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, et en lien notamment avec les communes, parce que les réalités communales sont un peu différentes de la vision que l'on peut avoir uniquement du point de vue de la CACEM. Donc il y a un travail collectif à faire autour de ça, mais tu as raison, il faut saluer le travail de ces cadres qui sont sur le terrain tous les jours. C'est ça qui est important, tous les jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant ce point? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup. La police municipale, je passe la parole à... C'est moi. Mais pourquoi c'est moi qui donne ça? Signature d'une convention avec un psychologue. Une situation de malaise général s'est fait jour au service de la police municipale, aggravée par un événement particulièrement préoccupant touchant l'un des agents. Les missions difficiles d'évoluer à ce corps de métier à Lourdi dans un contexte sanitaire inquiétant vécu par tous ne sauraient être en aucun cas impactées, contribuant à créer une faille dans l'organisation et le fonctionnement des moyens de la sécurité de la collectivité. Une réflexion, incluant les acteurs et les partenaires sociaux, a été menée et a conduit à la nécessité de mettre en œuvre très rapidement des actions permettant de libérer la parole et de restaurer un climat de sérénité, aboutissant au développement de la cohésion dans l'équipe. Ces actions à la fois individuelles et collectives consistent en un accompagnement psychologique individuel, mais aussi en un coaching collectif. Les conventions doivent être signées avec un psychologue et un coach à cette fin. Il est donc demandé d'étudier les propositions suivantes. Le conseil municipal est donc amené à approuver la convention ci-après avec Mme Cédrine Ouka, psychologue, et donner délégation à M. le maire en vue de la signature de la dite convention et de ses suites. La convention avec le coach n'a pas encore été transmise, mais le cabinet consulting coaching a été sollicité et a répondu favorablement à la réalisation de cette mission. Dans un souci d'exécution rapide eu égard à l'enjeu, en prenant en compte la période de vacances, il est donc demandé aux membres de l'Assemblée de donner également délégation à M. le maire aux fins de signature avec ce cabinet d'une convention de coaching. Cette dernière leur sera présentée lors du conseil municipal de septembre dans le cadre de la communication des actes pris par délégation. Vous avez en pièce jointe la convention que nous vous proposons avec la psychologue que nous avons sollicitée et retenue dans le cadre de cette mission. Voilà. Est-ce que sur ce point, vous avez des remarques ou des questions? Alors, cette question renvoie quelquefois à certaines difficultés professionnelles que nous rencontrons, c'est évident. C'est le cas de la police, ce sont des missions spécifiques, là encore, au même titre que la PAL, c'est très particulier, c'est délicat. C'est un service qui est en tension permanente, qui est en phase à des difficultés sur la voie publique avec les contrevenants. Et quelquefois, les situations psychologiques font qu'il y a des tensions dans le service qu'il faut pouvoir manager et encadrer. Et quand il y a un petit caillou qui rentre de la mécanique, et bien évidemment, il y a quelquefois des débordements qu'il faut canaliser, cadrer. Mais d'un autre côté, il faut accompagner, il faut aider. Ça nous renvoie aussi à l'organisation générale des services,
puisqu'il faut que nous ayons, dans une collectivité comme la nôtre, qui a à peu près 1000 agents, sans compter les satellites, il faut vraiment que nous ayons une cellule un peu plus costaud autour d'une équipe composée peut-être d'une assistante sociale, d'une psychologue et de personnes capables d'écouter le personnel, de porter, du point de vue préventif, un certain nombre de propositions pour améliorer la relation au travail et le bien-être des agents ici à la mairie. Donc ce sont des situations ponctuelles qu'il nous faut traiter, mais bien évidemment, nous savons qu'il faut aller peut-être un peu plus loin et dans l'idée d'accompagner et de garantir le bien-être au travail. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Alors, on va passer au point supplémentaire. Je vais demander à Omer Mioté de présenter la note concernant la création de postes de conseiller numérique France Service au titre de la stratégie d'inclusion numérique. Non, il faudrait présenter l'autre avant. Oui, pardon. Je vais demander à José Campbell de présenter le label France Service au titre de la stratégie d'inclusion numérique dans un premier temps. José, et ensuite Alfredi va nous présenter la création du poste. Oui, c'est le plus cohérent. Très bien, merci Monsieur le maire. Par délibération du DCM du 19-404 du 25 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la stratégie d'inclusion numérique du Lamentin. Cette stratégie transversale repose sur deux piliers essentiels: développer les infrastructures en faveur des technologies de communication sur l'ensemble du territoire et instaurer ou moderniser des lieux publics et privés d'accompagnement et d'utilisation des services numériques. Donc, dans ce cadre-là, et afin de mettre en œuvre des orientations définies, une démarche de modernisation des cyberbases a été engagée en partenariat avec les services de l'État, en inscrivant la ville dans un processus de labellisation France Service piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et de leurs relations avec les collectivités territoriales. Donc, l'inscription de ce réseau a pour objectif de permettre à nos concitoyens une plus grande accessibilité des services publics, d'accueil physique polyvalent ou de services publics itinérants, avec les bus France Service, une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un même lieu physique ou itinérant des services de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de lutter contre l'errance administrative et d'apporter aux citoyens une réponse sur place sans avoir à les diriger vers notre guichet, et une qualité de service substantielle renforcée par la mise en place d'un plan de formation d'agents polyvalents et la définition de paniers de services homogènes dans l'ensemble du réseau France Service. Donc, le cahier des charges a été déposé et nous avons obtenu la labellisation. Donc, il est 6 juin, le courrier de Monsieur le Préfet. Donc, nous accordons cette labellisation. Donc, il faut savoir qu'avec l'attribution de ce label, la commune emporte le versement d'une dotation de fonctionnement annuelle de 30 000 €, financée par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et des fonds interopérateurs pendant 3 ans. Donc, afin de finaliser ce processus et de garantir le versement de la dotation de fonctionnement, il convient d'introduire une demande de subvention. Les dossiers de subvention et d'investissement seront traités après détermination précise des coûts. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à introduire la demande de subvention d'aide au fonctionnement de 30 000 € par an durant 3 ans, d'autoriser le maire à signer les conventions à venir. Merci. Est-ce que sur ça, vous avez des remarques? Oui. Mylène Charlotte, vas-y. C'est bon, c'est bon. Effectivement, ça remonte à quelques années. Nous avons parlé de la modernisation des services, donc la formation du personnel, mais en parallèle, la formation du public, puisque réduire la procédure des demandes administratives, c'est également l'accompagnement du personnel et de la population. Et donc, si nous avons gagné ce label donc, pour pouvoir être financés, c'est que les procédures qui ont été mises en place ont été excellentes, bonnes et validées par l'État. Donc, chapeau, hein, bravo, la ville du Lamentin. Merci. Mais il faut aussi remercier tous les agents qui font un travail formidable sur les cyberbases et vraiment qui font. Et puis José qui suit ça de très près. C'est vrai, on fait de bonnes choses et c'est reconnu, donc c'est très bien. Et tout le monde n'a pas le label.
Et donc tout le monde n'a pas les moyens. Bon, donc il faut qu'on en profite et qu'on améliore encore plus le service que l'on rend aux administrés. Alors, je passe la parole maintenant au maire Mioté, Alfredi, pour nous présenter le poste sur la création de postes de conseiller numérique. Comment? Ah non, on n'a pas voté, pardon. Pardon. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. Création de postes de conseiller numérique. Je passe la parole au maire Mioté. Alors, merci, monsieur le maire. Création de postes de conseiller numérique France Service au titre de la stratégie d'inclusion numérique du Lamentin. Par délibération de la DCM 1904-0404 du 25 avril 2019, le conseil municipal a approuvé la stratégie d'inclusion numérique du Lamentin. Cette stratégie transversale repose sur deux piliers essentiels. Le premier pilier, développer les infrastructures en faveur des technologies de communication sur l'ensemble de notre territoire et d'instaurer ou moderniser les lieux publics et privés d'accompagnement et d'utilisation des services numériques. C'est ainsi que la ville du Lamentin a candidaté et obtenu la labellisation France Service. Aussi, afin d'accompagner la mise en place de nouveaux services qui seront offerts à la population, la ville du Lamentin s'est inscrite dans le dispositif lancé par l'État au titre du plan de relance conseiller numérique France Service. Toute la procédure, candidature, sélection des conseillers numériques, demande de subvention, signature de la convention est entièrement dématérialisée. Les conseillers numériques auront pour mission de mener à bien des activités de médiation numérique, accompagnement aux usagers numériques, animation d'ateliers numériques individuels ou collectifs, etc. Ils bénéficient pour ce faire d'une formation financée par l'État. Le nombre de conseillers numériques par structure est déterminé par l'État en fonction du besoin exprimé par les entités partenaires et selon une répartition territoriale. Le recrutement intervient selon une procédure de sélection encadrée. Ils sont recrutés pour une durée minimale de 2 ans et maximale de 3 ans dans le cadre de contrats de projet. L'État finance ces postes à hauteur de 50 000 € sur 2 ans dans le cadre d'une convention avec la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts et des consignations. La candidature du Lamentin a été validée par l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a accordé à la ville du Lamentin la possibilité de recruter 4 conseillers numériques. Le processus de sélection des candidats, test informatique, jury de sélection, a conduit à retenir 4 conseillers numériques sur les 13 auditionnés au mois de juillet. La formation prévue sera délivrée à compter du mois de septembre 2021. Les agents actuellement en poste au sein des cyberbases en bénéficieront également, et ce, pour harmoniser le service rendu. Le recrutement des conseillers numériques France Service doit par conséquent intervenir au 1er septembre 2021. La ville de Lamentin étant bénéficiaire du dispositif, la création des emplois donc est soumise à l'Assemblée délibérante conformément aux termes des articles 34 et 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée. Par ailleurs, par l'application de l'article 3.2 de la loi subventionnée et du décret 88-145 pris par application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, il convient de procéder à la création de 4 emplois non permanents sur le grade d'adjoint territorial d'animation premier échelon classé dans la catégorie C pour un temps complet de 35 heures afin de mener à bien le projet dispositif conseiller numérique France Service. 2. D'établir en conséquence 4 contrats de projet pour une durée de 2 ans après observation d'une période d'essai de 3 mois, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 inclus. De fixer la rémunération selon un indice de la rémunération brute 354, majoré 332. D'inscrire au budget les crédits correspondants. Proposition ou avis. Il est demandé au conseil municipal de procéder à la création de 4 emplois non permanents sur le grade d'adjoint territorial animation premier échelon classé dans la catégorie C pour un temps complet de 35 heures afin de mener à bien le projet dispositif conseiller numérique France Service, d'établir en conséquence les
4 projets pour une durée de 2 ans, d'une observation de 3 mois, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 inclus, de fixer la rémunération selon un indice de rémunération 354 majoré 332, d'inscrire au budget des crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois, d'autoriser M. le maire à signer les conventions et contrats liés à la mise en œuvre du dispositif conseiller numérique France Service. Voilà, M. le maire. Très bien. Mylène, tu as vu que ta préoccupation est prise en compte, puisque les missions de ces conseillers incluent les préoccupations qui étaient les tiennes, notamment la médiation numérique, l'accompagnement aux usages numériques, l'animation des ateliers, etc., etc., pour accompagner. Et puis, tout le monde aura noté que ce dispositif est validé parce qu'il y a aussi la Banque des territoires, la Caisse des dépôts et consignations, et qu'il y a aussi l'Agence nationale de cohésion des territoires. Tout ça, ça fait partie du Lamentin Grand Cœur. Et c'est parce que nous avons ce projet Lamentin Grand Cœur qu'on a pu rassembler autour de nous tous ces partenaires-là pour valider cette action de numérisation, puisque nous irons vers une démarche numérique avérée pour l'organisation de la ville. José Crampel, tu as demandé la parole. Oui, monsieur le maire, c'était simplement pour rappeler qu'il faut savoir que les cyberbases de la ville traitent à peu près les problématiques d'une trentaine de personnes jour. Et ça, ce sont les problématiques des administrés de toute la Martinique. Donc, cet apport de nouvelles personnes au sein des cyberbases vont énormément aider. Parce qu'il faut savoir que nous contribuons à un service public qui n'existait pas. C'est-à-dire que le traitement numérisé des dossiers de CAF, des dossiers d'impôts, d'actualisation, etc., il n'existait pas de lien entre ces structures et l'administré, puisque certains administrés ne disposent pas d'ordinateur, d'Internet, et la ville permet depuis un certain nombre d'années de faire cette démarche-là, sans avoir justement sans avoir ce label qui est tout récent, sans avoir eu ce label de maison de service public. Donc il faut souligner quand même l'initiative de la ville qui a été entreprise depuis bien longtemps, qui fait ce service public pour les administrés depuis bien longtemps, et qui a un succès non négligeable, puisque c'est une trentaine de personnes de toute la Martinique qui viennent dans nos cyberbases. Voilà, très bien. Ce sont des charges de centralité, encore une fois. Très bien, donc nous votons. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. On passe au marché public. Je passe la parole pour information à Louis-Félix Filet. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés accords 4 passés selon les procédures formalisées, les procédures adaptées et les modifications ex avenant. Alors, par délégation du conseil municipal du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés accords 4 de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article 21, 22, 23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations. Alors, vous avez deux commissions qui interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédures avec négociation et dialogue compétitif. Et pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis et préalable obligatoire. Alors, vous trouverez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés accords 4 et modifications ex-avenant passées dans ce cadre. Et comme à l'accoutumée, monsieur le maire, je vais faire une synthèse sur la communication sur les marchés. Alors, comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours des mois de mai et juin 2021. 12 marchés accords cadres de commande au marché ordinaire. Ils se décomposent de la manière suivante. Vous avez 5 marchés accords cadres de services. Alors, services concernés, bâtiments, parcs, auto. Alors, vous avez 2 marchés pour bâtiments, un avec maxi de montant de 50 000 euros, un pour un montant de 180 110 euros, et 3 marchés de services parc automobile,
mini 45 000 et maxi 90 000. 5 marchés accord cadre de fourniture, services concernés, bâtiments, parc auto. 2 marchés pour bâtiments, mini 33 000, maxi 49 000. 3 marchés de services parc auto pour un montant total de 7 524,01 €. Vous avez 2 marchés accord cadre de services sans publicité, services concernés, administration parc auto. Un marché pour administration mini 12 000, maxi 24 000. Un marché pour services parc auto, mini 3 500 et maxi 8 000. Un marché modifié, services concernés, bâtiments pour le montant de modification de 13 683,37 €. Et en conclusion, 13 marchés qui représentent 5 marchés de services, 5 marchés de fourniture, 2 marchés de services sans publicité et un marché modifié. Voilà, Monsieur le maire, c'est une information. Merci beaucoup. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Nous abordons maintenant les questions diverses. S'il y en a, nous en prenons quelques-unes. C'est 18 h. Georges-Louis. Merci, monsieur le maire. Le collègue Marlin nous avait interpellé lors du dernier conseil. Non, ce collègue... Oui, Marlin. Marlin? Oui. Ah ouais? Non. Sauf à me tromper. Vas-y, peut-être que je me trompe de question. Ah. Vas-y. Non, c'était sur les BCD. Oui. Vas-y. Oui, donc je disais qu'il nous avait interpellé sur le coût financier de la participation de la ville aux bibliothèques, centres documentaires dans les écoles du Lamentin. Donc, monsieur le maire, vous vous étiez engagé pour qu'une réponse en complément d'information soit apportée assez rapidement. Donc, la médiathèque étant au centre de ces actions-là, l'opportunité m'est donnée, si vous voulez bien, d'y apporter une réponse la plus complète que possible. Donc, un bref historique sur les BCD. 6 bibliothèques, centres documentaires ont été mises en place dans certaines écoles primaires du Lamentin en 1994 et 1999 dans un dispositif partenarial engageant l'État et la ville sur une période de 5 ans. L'État devait se charger d'une partie des collections et du personnel, enseignants, bénévoles, et la ville de l'équipement, l'aide à l'acquisition d'ouvrages, la mise en place du fonds et de la formation de cette équipe. Contexte de la réouverture. En 2009, lors de la fermeture de la médiathèque pour travaux, les agents ont été répartis dans différents services de la ville. Ce fut également l'occasion de faire un bref état des lieux des BCD avec l'intention de renforcer le personnel présent. Mais le constat étant que peu de BCD fonctionnaient par manque de personnel de l'Éducation nationale. Une petite équipe de la médiathèque a été détachée à la BCD de l'école primaire de Lompré pendant les travaux. Une expérience satisfaisante pour les élèves, l'équipe pédagogique, les parents, a permis à l'équipe de réaliser 2 grandes missions, accompagner les enfants dans leur apprentissage documentaire et informationnel et donner le goût de la lecture plaisir. Réouverture de 4 BCD en 2011. En 2010, suite à l'expérience de la BCD de Lompré et dans le cadre du projet de Ville 2, l'équipe municipale veut de la culture partout et pour tous. La ville inscrit la réouverture des BCD dans le programme Culture et Sport. C'est ainsi qu'en 2010-2011, les bibliothèques centres documentaires d'Acajou, Lompré, Césaire, PZQB et Roche-Carré ouvrent leurs portes aux scolaires des établissements respectifs. Pour leur réouverture en 2011, la ville a dépensé un total de 10 188 € en équipement mobilier et petits matériels. En 2019, il faut ajouter à ce montant 2 ordinateurs portables d'une valeur de 1 000 €. Leur fonctionnement. Les dépenses liées au fonctionnement des BCD rouvertes ont été effectives à partir de l'année 2015. En effet, à cette période, une organisation plus stable et consolidée a été mise en place. Personnel. Ces 4 BCD sont gérés par 6 agents de la médiathèque. Au début, elle n'ouvrait qu'1 jour par semaine. Depuis la rentrée 2015-2016, 2 agents de la médiathèque sont détachés en période scolaire dans les BCD du lundi au vendredi.
Les agents sont des adjoints territoriaux d'animation de deuxième classe avec un salaire de 2 500 € brut. Ils sont présents 10 mois en BCD, ce qui revient à 50 000 € de dépenses salariales pour une année scolaire, sauf juillet et août. De 2015 à 2020, 5 années, cela fait une estimation de 250 000 € de salaire pour les 2 agents. Les acquisitions d'ouvrages. Les BCD fonctionnent sur le fonds d'ouvrages existant acheté par l'école et la médiathèque, le roulement de quelques ouvrages de la bibliothèque jeunesse, des dons et enfin sur les acquisitions en librairie. Les dépenses livres BCD se sont élevées à 2 200 € de 2016 à 2021. 2016 à 2019, budget des acquisitions, 1 800 €. 2020, il n'y a pas eu d'acquisition de documents. En 2021, budget des acquisitions, 400 €. Les animations. Outre la gestion des 4 BCD, les 2 agents proposent chaque semaine des activités autour de la littérature de jeunesse aux classes et à leurs enseignants. Citons à titre d'exemple, rencontres d'auteurs, expositions documentaires, ateliers d'illustration, d'écriture, contenu numérique. Quelquefois, elles invitent des prestataires extérieurs. Depuis 2015, l'ensemble des animations payantes ont coûté 2 070 € à la ville. Les dépenses totales pour BCD de 2011 à 2021 s'élèvent à 265 458 € s'agissant des bibliothèques centres documentaires. J'espère que la réponse est satisfaisante et complète. Oui, merci. Merci beaucoup, mais je me souviens, on aurait pu nous la communiquer, ça aurait été encore mieux. Merci. Bon, la prochaine fois, sur des questions comme ça, on fera parvenir la note et puis on fera juste une synthèse en réponse pour que l'opinion, les gens qui nous regardent aient aussi la réponse, puisqu'ils ont entendu la question le mois dernier. Donc, OK. Oui, José. 2 informations. Bon, la première, c'est, je ne sais pas quel format ça va prendre compte tenu des nouvelles restrictions sanitaires, mais c'est pour dire que l'association des commerçants du centre-bourg Émergence Amantinoise organisait dans le samedi 7 août une manifestation pour les Lamantinois, mais bon, ça risque d'être certainement annulé, mais c'était simplement pour informer qu'il y a un dynamisme autour du centre-bourg et que ça avait lieu samedi 7 août. Voilà, c'était ça vous donner. Samedi 7 août. C'est annulé, oui, mais c'était quand même pour le dire qu'il y a quand même eu quelque chose. Il y avait quand même des choses qui se font. Et la deuxième chose, pour les associations. Voilà, pour les associations, compte tenu de la situation sanitaire compliquée, que la ville a mis en place la MACPA pour le montage des dossiers. Donc si les associations ont besoin d'une logistique pour le montage des dossiers, qu'il existe la MACPA. Voilà. Très bien. Oui. Alors, on prend 2 dernières. Oui, juste quelqu'un. Alors, il m'a été dit, hein, et je l'ai vu moi-même sur le terrain, au niveau d'Acajou, de l'entrée d'Acajou prolongée, il y a des travaux de terrassement et il n'y avait pas. Beaucoup de personnes se posaient des questions, à savoir de quoi il s'agissait. Et puis, il y a un panneau qui a été posé il y a à peine 2 jours. Et, grande surprise, sur ce panneau, il y est écrit « Ville de Fort-de-France ». Et d'autres personnes m'ont interrogé afin de savoir si, est-ce que la ville de Fort-de-France a annexé une partie du territoire de Lamentin. Est-ce que vous pouvez me donner une explication dessus? Je serais bien incapable de te donner une explication. On va vérifier ça, mais ça, je pense que l'entreprise qui a posé ça a utilisé des panneaux qu'ils avaient déjà, sans rectifier et sans corriger. Mais je pense que je vais vous apporter à la fois la nature des travaux qui sont réalisés et l'entreprise qui fait ces travaux-là et pourquoi c'est comme ça. Mais il n'y a pas d'annexion, au contraire. Historiquement, c'est nous qui avons laissé du terrain à Fort-de-France, comme on a laissé du terrain à Saint-Joseph et à Ducos, puisque le Lamentin a permis aux autres villes de pouvoir se développer et se créer. Donc, je vais vérifier ça. Monique, oui, vas-y. Oui, merci, monsieur le maire.
En ce qui concerne la question de José, en ce qui concerne les commerçants, j'ai omis de dire que on n'annule pas parce que ces animations se font dans les magasins, dans les boutiques et dans les restaurants. Et les restaurants sont fermés. Ah oui, non mais les boutiques, hein, est-ce qu'on peut... Ça sera compliqué, hein? Parce que les boutiques, bon. Ça sera très compliqué. Bon, ben, non, je pense qu'il faut prendre des dispositions sur ça. Il faut faire le point avec eux, mais ça ne sera pas possible. Ok. Ça ne sera pas possible. Très oui, sincèrement. Les restaurants, c'est fermé. Oui. Bon, très bien, chers collègues. Je vous remercie tous et toutes. Je remercie évidemment toute l'administration qui a construit les dossiers et qui nous a aidés à monter ce conseil. Je remercie aussi les médias qui sont avec nous, KMT. Merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas, dans un contexte particulier, néanmoins de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre. Nous n'aurons, comme d'habitude, pas conseil en août, mais nous allons reprendre notre conseil dans le mois de septembre. Donc merci à tous et à toutes. À très bientôt.